Bonjour, bonsoir, Jean de la TCBH, ici Wilson pour le téléjournal local. J'ai appris quelque chose de fascinant récemment et j'avais envie de vous en faire part. Un paquet de cartes, c'est 52 cartes, n'est-ce pas? Le nombre de combinaisons possibles d'arrangement de l'ordre des cartes, c'est 52 factoriel. Donc 52 x 51 x 50 x 49, et ainsi de suite jusqu'à 1. Ça donne un nombre tellement astronomiquement gros. Si chaque étoile de l'univers observable était une planète avec 1 milliard d'humains, et que chacun brassait un paquet de cartes à chaque seconde depuis le début du Big Bang, on n'aurait pas fait toutes les possibilités. On serait très loin d'avoir fait le tour de tous les mélanges. Chaque fois que vous brassez un paquet de cartes, c'est la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité que cette combinaison existe. C'était une petite trivia pour la journée. Maintenant, les choses sérieuses. Une pompe, ça brise. Comme celle de la station de pompage de Notre-Dame-des-Neiges, mercredi le 11 mars, on est en mars, jusqu'au jeudi le 12 mars, Notre-Dame-des-Neiges fera des travaux et remplacera la pompe. Pendant ce temps, les eaux usées devront être déversées dans la rivière des Trois-Pistoles. La municipalité assure que toutes les opérations seront effectuées pour réduire au minimum la durée du déversement et qu'elles seront réalisées en conformité avec les exigences du ministère de l'Environnement. On croise les doigts. Mercredi, le 4 mars dernier, il y a eu une performance de danse Krump au Centre culturel de Trois-Pistoles. Maxime était sur les lieux et nous a ramené quelques images. Notons que la musique choisie pour notre capsule de téléjournal n'était pas celle jouée lors du spectacle. Pour les bienfaits du montage et de la protection des droits d'auteur, tout ça, nous avons dû nous en procurer une à nous autres. Bonne écoute. On se rappelle tous la grande assemblée du mercredi 11 février à l'église de Trois-Pistoles. 10% de la population des Basques était réunie, au moins 10%, pour sauver l'urgence de Trois-Pistoles. Le comité pour le maintien des services médicaux d'urgence 24/7, mesdames et messieurs, continue encore de se battre. Il demande au gouvernement une promesse pure et dure de ne jamais tenter à nouveau de modifier ou altérer l'urgence telle qu'on la connaît. Ils veulent des garanties sincères et légales. Pour les encourager, voici les Vox Pop de Maxime auprès du public lors de la séance du 11 février dernier. Bonjour, ça va bien? Très bien toi-même. Oui. Pourquoi c'est important de sauver l'urgence? C'est vital, on peut le dire comme ça, parce que de toutes les catégories d'âge, de toutes les provenances, de toutes les classes sociales, on a besoin de soins de santé. Et des soins de santé, c'est ce qui permet c'est le premier service le plus important, celui qui distingue la vie de la mort souvent aussi. Moi, je suis venu ici parce que je savais que c'était une communauté résiliente, mais une communauté qui se mobilise aussi. On l'a prouvé avec la traverse.
Hein? C'est le premier combat avec lequel j'ai eu l'occasion de rencontrer la population de Trois-Pistoles puis de contribuer à cette mobilisation-là. Et on a gagné. Ben, merci pour vos commentaires réfléchis. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien. Oui. Pourquoi vous pensez-vous que c'était important de sauver l'urgence? Moi, je trouve que c'est important parce que je vis d'une paroisse éloignée. Puis, faire venir l'ambulance, si elle vient trop loin, c'est pas bon, là. Mais partir de Saint-Médard. L'ambulance, partir de Trois-Pistoles à la Saint-Médard, retourner en Rivière-du-Loup, au Rimouski, on a le temps de mourir, monsieur. Mon mari a fait une crise de cœur, il a fait des AVC. Voilà. Ça fait qu'il a été sauvé par l'urgence à Trois-Pistoles. Donc, c'est très concret pour vous. C'est très concret. Et pouvez-vous faire un pronostic de jusqu'où pensez-vous que les gens de Trois-Pistoles sont prêts à aller pour garder l'urgence ouverte comme ça? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de docteurs qui travaillent pour garder l'hôpital tel qu'il est, puis je suis certaine qu'ils vont réussir. Ben, on leur souhaite. Merci. Madame. Merci. Bonne soirée. Ben, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui. D'après vous, pourquoi c'est important de sauver notre urgence à Trois-Pistoles? Ben, juste acheter un œil sur la salle, ça représente beaucoup pour la population présentement. On parle d'une urgence, donc on parle de vie ou de mort. C'est pas banal. La proximité, même si on augmente les services ambulanciers, les ambulances ne seront pas plus près des services hospitaliers pour autant. Puis parfois, c'est des questions de minutes avant de pouvoir faire une intervention qui va être efficace, maintenir la personne en vie, apporter les soins adéquats. Fait que c'est vraiment important de garder ces services-là dans notre région. Jusqu'où pensez-vous que les gens de Trois-Pistoles iraient pour que ça reste comme ça? Ben, présentement, ils font un excellent travail. Je suis vraiment impressionnée de voir la mobilisation. C'est magnifique. Jusqu'où ils iraient, je ne sais pas, mais je vais les accompagner là-dedans, c'est certain. Mais bonne rencontre, puis on souhaite le meilleur pour notre urgence. Merci. Merci. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Oui. D'après vous, pourquoi c'est important de se rassembler aujourd'hui? Oui. Parce que lorsque une communauté se rassemble autour d'une cause comme sauver l'urgence, et qui nous touche à chacun de nous, à chaque famille, chaque enfant, chaque adulte. Et nous, comme professionnels de la santé, on est encore plus au cœur des besoins des patients. On voit la nécessité d'avoir un service d'urgence tout le temps. Pas seulement les jours, c'est seulement aussi la nuit. Jusqu'où pensez-vous que les gens vont aller pour sauver leur urgence? Et on va aller jusqu'à qu'il faut aller. Mais maintenant, on se trouve dans une situation politique aussi. Dans ces cas, c'est important aussi que les élus nous entendent et comme communauté. Et je pense que ça démontre aujourd'hui qu'on est prêt pour agir, peu importe où est-ce qu'on va aller. Parfait. Ben, merci beaucoup. Là-dessus, je vous laisse. Bonne rencontre. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Là, on va mettre le micro. S'il était possible à la manière de bien vouloir relancer à la vie, on a peut-être une petite chance de... OK. Ça sent... OK, parfait. Ah, de l'autre bord. Pardon. Désolé. Tenir. Tu vas tenir? Tu vas parler comme ça, comme un pro, OK. Hey, ça va bien? Oui, toi? Ouais. Pourquoi, d'après toi, c'est important de sauver l'urgence? Ben, pour avoir un système de soins à proximité, pour être capable de, s'il y a des accidents ou autres, en fait, je pense que c'est important d'avoir un hôpital proche pour pouvoir secourir les gens le plus rapidement possible, en fait. Jusqu'où on est prêt à aller, considérant que Trois-Pistoles, c'est une place où il s'est passé des choses socialement, des luttes dans le passé? Ben, je pense qu'on va être prêt à aller jusqu'où il faut aller pour tenir notre urgence en place. En fait, là, je pense que ça commence par des petits gestes comme ça, puis ça peut ensuite augmenter tout dépendant de la réponse qu'on a. Je te souhaite une excellente séance, puis bon courage. Merci. Gabriel Ayotte-Garneau, alias Gabou, nous parle de son parcours dans la MRC des Basques. Entretien avec Maxime sur plusieurs sujets, ses origines, sa formation de géographe, son amour du territoire du bas du fleuve, son rôle de directrice générale des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant des Trois-Pistoles qui organise le Festival des Grandes Gueules, son collectif de lutte féministe Lutte à l'Est, son élection comme conseillère municipale, la création du comité socio-culturel de Notre-Dame-des-Neiges et bien d'autres choses. Bonne écoute.
Bonjour tout le monde. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Gabrielle Ayotte-Garneau. Bonjour Gabrielle, ça va? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu es vraiment connue dans la région depuis que tu es arrivée parce que tu es dans plusieurs projets. Ça fait presque 10 ans que tu es directrice des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant du Trois-Pistoles. Nom assez complexe et long que j'ai appris à prononcer comme ça parce que j'ai travaillé avec toi l'été dernier. Et c'est eux qui organisent le Festival des Grandes Gueules. Oui. Aussi, tu es également initiatrice du collectif Lutte à l'Est qui organise des matchs de lutte féministes. Et dernièrement, tu as été élue conseillère municipale de Notre-Dame-des-Neiges. Alors, première question, est-ce qu'on pourrait dire que tu n'as pas beaucoup le temps de t'ennuyer? Effectivement, je manque de temps des fois un peu pour m'ennuyer. Oui. Surtout qu'en fond, tu es vraiment celle qui tient l'organisme, les compagnons. Tu tiens le fort toute l'année durant. Tu es très polyvalente dans tes fonctions. Oui. Je suis directrice générale officiellement, mais dans une petite organisation comme ça, l'organisme est propriétaire de la Forge à Bérubé. On fait le rendez-vous des Grandes Gueules, comme tu disais. On fait une programmation l'été. Mais au travers de tout ça, il y a de l'entretien à la Forge à Bérubé. Donc, c'est autant moi qui passe la mop que moi qui fais la comptabilité, qui fait les embauches pour les employés. T'es pas dans ta tour d'ivoire en train de gérer de haut tout ce qui se passe. T'es plutôt sur le plancher en train de travailler avec tout le monde. Oui, je touche à tout, mais c'est ça que j'aime aussi, là, c'est de cet emploi-là, c'est de pouvoir toucher à tout, puis ça varie d'une semaine à l'autre, là, mon emploi. J'identifie que tu aimes très certainement toucher à tout. C'est quelque chose qui te branche. Mais allons d'abord dans les origines. OK. D'où est-ce que tu viens et c'est quoi que tu faisais avant de venir à Trois-Pistoles? C'est quoi ta formation? Qu'est-ce que tu as fait? Oui, en fait, je suis originaire de Montréal ou de Ville-d'Anjou, plus précisément. Mais j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Donc, je me suis déplacée pas mal avec le temps. En fait, moi, j'ai étudié en géographie à l'Université de Montréal. Je suis donc une géographe officiellement. Mais ma vie professionnelle a commencé sur la Côte-Nord. Je me suis retrouvée à Baie-Comeau puis à Sept-Îles. J'ai habité pendant quelques années. Ensuite, je suis allée en Gaspésie, à Carleton-sur-Mer. Puis je me suis envenue au Bas-Saint-Laurent, à Rimouski et enfin à Trois-Pistoles. Donc, on peut dire que je connais bien l'Est du Québec. C'est à force de voyager que tu as trouvé Trois-Pistoles, si on pourrait dire. Oui, si on veut. Puis ça s'est placé au centre de mes différents amours de territoire, si on veut. Parce que... Ou des amours dans les territoires? Non, vraiment, dans le fond, c'est selon moi un peu au cœur du Québec, entre Montréal, la Côte-Nord et la Gaspésie. Là, c'est le Bas-Saint-Laurent se positionne bien. Fait que tu identifies vraiment la zone comme une géographe en ce moment. Oui, tout à fait. Tu as situé le territoire idéal. Exactement. Puis j'avais besoin de garder le bord de mer proche. Je pense que je pourrais plus me passer d'être sur le bord du fleuve. Du fleuve où il y a des marées et où c'est salé. Donc, des milieux marins légèrement salés, le bas du fleuve correspond à cette description. Exactement. Excellent. Mais sinon, on m'a dit que tu venais d'une famille qui était dans l'organisation d'événements ou dans la gestion d'organisation. Peux-tu en parler? Puis comment que ça a pu t'aider à devenir une organisatrice hors pair? Ben, c'est vrai que c'est un peu drôle parce que mon père est organisateur d'événements. Ma mère et mon père, ensemble, ont organisé beaucoup d'activités à Ville-d'Anjou dans leur prime jeunesse. Et puis, c'est ça, mon père fait encore cet emploi-là. Donc, j'imagine, je peux pas dire que j'ai eu une formation là, par mes parents, c'est pas vraiment ça, mais je pense que je dois avoir un peu ça dans mon caractère, possiblement. Puis, aussi, je crois que ça m'a donné la liberté de croire que c'était possible, que j'étais capable de faire les choses parce que je les voyais aller, puis je me disais, ça prend rien, comme faut juste vouloir le faire. Donc, je pense que j'ai toujours eu cette confiance-là c'est possible. S'il y a un projet qu'on a envie de faire, il faut juste mettre les mains à la pâte puis le faire. S'organiser. Puis mais ça c'est vrai fonctionne. C'est vrai pour qu'un observateur pas averti du milieu, ça a l'air vraiment une tâche colossale d'organiser un événement. Il y a tellement de facteurs à gérer. Ouais. Mais toi, vu que tu as vu tes parents comme des poissons dans l'eau là-dedans, tu t'es dit,
Ouais, c'est accessible. puis possiblement que j'imagine un caractère qui fait que c'est facile pour moi, mais je vois vraiment l'organisation comme une étape à la fois, une bouchée à prendre à la fois, mais en gardant toujours, là, c'est peut-être le côté de géographe, la carte globale de l'événement que je veux réaliser, ou en tout cas sa vision d'ensemble, donc je sais où mettre chaque bouchée et comment les prioriser, donc ça fonctionne vraiment en tableau Excel dans ma tête. Donc, c'est pas compliqué parce que tout est là. Toutes les infos à faire, toutes les étapes à faire sont là. Puis, il faut juste les faire une à la fois. Puis, on va arriver avec quelque chose de concret au final. Puis, est-ce qu'on pourrait dire que c'est ce travail-là qui t'a fait, que t'as accroché à la région, que tu t'es dit, je vais m'enraciner ici et non pas à Rimouski ou à Rivière-du-Loup? Ouais, je pense que c'est sûr que ça a contribué beaucoup. J'ai eu d'autres emplois super intéressants dans le passé. Mais c'est vrai que la formule ici, certainement le fait d'être directrice et de pouvoir continuer d'apprendre. La semaine passée, j'apprenais à faire du codage pour un site web, fait que je continue d'apprendre après 9 ans aux compagnons. Mais ça, certainement, ça aide à me garder en place. Ceci dit, je suis pas très bonne pour les remises en question, mais quand je suis plus bien à un endroit, je me pousse. Je me pose pas de questions non plus, puis je m'en vais. Fait que je me suis enfargée ici, puis je suis pas partie. C'est surtout ça qui est arrivé, je pense. La communauté ici a comme été vraiment un beau noyau d'accueil. Je me suis sentie bien rapidement. Puis avec le temps, avec les nombreux déménagements, j'ai aussi appris que c'est pas que le territoire qui pouvait me garder à quelque part, mais les gens aussi. Fait que c'est quelque chose qui pèse dans la balance maintenant. Fait que Il n'y a pas juste le relief du territoire, il y a la population. Ouais, c'est ça. Je suis spécialisée en géographie humaine, fait que c'est ça. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Ah, OK. Bon, non, mais c'est tout un autre univers de la géographie, là. Oui, tout à fait. Exact. Mais sinon, allons vers le Festival des Grandes Gueules, puisque on en parlait. Ça va faire 10 ans bientôt. Cette année, ça va faire 10 ans que tu es à la tête de l'organisation. Je veux savoir, c'est quoi ta plus grande fierté dans ta contribution à faire de ce festival le plus grand festival de contes au monde? Bon, pas à peine d'exagération. C'est vrai que dans le milieu un peu niché du conte, c'est un des grands festivals de contes au Québec, pour lequel Maurice Vanet a fait la programmation des 30 dernières années. On arrive à notre 30e édition du festival. Moi, mon petit grain de sel, je pense, depuis que je suis là, ça a été j'ai beaucoup mis l'emphase sur la diversité, la représentation sur les scènes. Je trouvais ça important. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup aussi d'ententes de cachets un peu à l'amiable. Chaque artiste négociait individuellement. Moi, j'ai comme uniformisé ça. C'était pas nécessairement équitable au niveau des cachets. Je trouvais que c'était pas nécessairement équitable. C'est maintenant comme super uniformisé, donc il n'y a pas de raison que parce que tu es une bonne négociateur, que tu as un meilleur cachet que les autres. Donc, il y a comme ce côté-là qui revient un peu à l'organisation un peu plus structurée que j'ai mis en place, mais aussi le côté de représentation et de diversité au début, il fallait y réfléchir à mettre une parité dans notre programmation. Maintenant, on n'a même plus besoin d'y réfléchir tellement que c'est intégré. Parce que les gens ont entendu l'appel de la parité, si on veut, puis là, ils se sentaient plus... non, c'est nous qui faisons la programmation. C'est juste que si on retourne il y a 10 ans dans les programmations de festivals, en général, au Québec... très peu de femmes, on pourrait dire. Très peu de femmes sur toutes les scènes. Et point. Peut-être même aussi très peu de queer. Ah oui, c'est ça. Encore moins, exactement. Fait que là, ça, j'ai fait attention à ça. Puis maintenant, effectivement, la parité homme-femme, ça coule de souche. On y réfléchit surtout plus. Après, il y a clairement des festivals qui y réfléchissent pas encore et puis que ça se passe pas. Là, mais... Donc, le festival... Ce que tu es fier, c'est qu'il se démarque maintenant grâce à ce niveau de parité-là, si on veut, d'inclusivité. Oui. Je trouve ça vraiment intéressant. Il y a des organisatrices d'autres événements ou des organisateurs qui ont fait appel à moi en disant vous êtes comme les meilleurs en parité puis en représentation. Voulez-vous nous donner un coup de main? Puis là, je parle aussi de représentation de diversité culturelle, par exemple, dans nos programmations. Fait que tu vas pouvoir conseiller d'autres organisations similaires à faire leur bout de chemin là-dessus. Oui, tout à fait. Je le fais déjà. Puis aussi, on a à l'interne une politique
on appelle une annexe de vision éthique et artistique que chaque artiste doit signer, mais c'est la même chose avec les locations de la salle de spectacle. Donc, chaque locataire doit signer cette annexe-là. Puis, l'idée, c'est de faire réfléchir les artistes sur le contenu de leurs prestations. Est-ce que ça tient des propos qui sont racistes, sexistes, grossophobes? Puis, c'est intéressant parce qu'il y a des artistes qui me sont revenus en disant « Ah, ça m'a amené une réflexion de est-ce que je fais des blagues qui sont un peu finalement sexistes ou est-ce que... » Donc, je veux surtout pas contrôler le contenu des comptes, c'est pas ça l'idée, ou le contenu de la création, mais si ça peut amener un petit pas de recul, de réflexion pour les artistes, la job est faite, je pense. Ça, c'est comme une fierté aussi. Ça ressentait l'été dernier que les gens faisaient pas juste attention, ils intégraient des trucs plus, qu'on pourrait dire, progressistes dans leur compte parfois. Ouais. Puis c'est comme un peu, on dirait une tendance du festival. Je pense qu'avec le temps, on peut voir qu'il y a quand même un petit engagement là, un peu socialiste du festival. Oui. Je pense que ça se sent... Je pense que ça transpire un peu. Mais ça transpire Trois Pistoles. Oui, effectivement. Part, là, ça serait malvenu, effectivement, qu'à Trois Pistoles, on ait un événement dans une autre direction. Mais on parle de socialisme, on parle d'inclusivité. J'ai envie de parler de ton style de leadership, qui est en fait, quand j'ai travaillé avec toi, je peux le dire, j'ai été étonné parce que c'est très collégial et horizontal. Et c'est pas tout le temps qu'on voit ça dans le milieu événementiel. C'est plus, souvent, même ça peut être des climats toxiques de hiérarchie qui te bombardent de tâches et qui c'est froid. Mais toi, c'était tout le temps bien amené. Puis je veux savoir, est-ce que tu dirais que tu as un type de leadership anti-autoritaire? Ah oui, certainement. Je pense que quand on se retrouve avec un poste... Puis là... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des postes qu'on associe avec un certain prestige et le titre de direction vient des fois avec ça. Fait que je pense qu'il y a des gens qui s'enflent peut-être la tête avec un titre du genre, alors que selon moi, c'est juste les tâches sont différentes. Une personne à la direction, c'est la personne qui va faire l'administration, qui a la vision d'ensemble dont on parlait tantôt. Puis les autres employés ont aussi leur spécialité et leur rapport qui est aussi important. Je pourrais pas faire le festival sans LE dans mon équipe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Après moi, il y a des connaissances de l'événement que je sais que mon collègue n'aura pas, mais mon collègue a d'autres expériences et d'autres éléments pertinents à amener. Donc, à mon sens, c'est comme ça qu'on peut avancer parce que si je veux contrôler tout, ben j'y arriverai pas. Je vais manquer de temps. Tu vas vouloir contrôler tout et ça va peut-être pas t'aider parce que les gens, quand ils veulent tout contrôler, ils peuvent péter des burn-out. Oui, c'est déjà. comme ils sont. Ouais. Parce que tu peux pas tout contrôler, donc c'est sûr que tu vas échouer à maintenir le contrôle juste sur la base de l'autorité. Là, tout à fait, exactement. Puis toi, tu venais chercher l'adhésion parce que tu es compétente puis tu fais des choses pour que ça soit efficace comme... Par exemple, tu m'as beaucoup formé à plusieurs tâches et dans le fond, tu as pris le temps vraiment que je l'apprenne comme il faut. Puis après ça, là j'étais autonome. Tu sais, là, je pouvais... Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Puis bon, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, je garderais les employés à l'année. Je n'aurais pas que des emplois saisonniers. Fait que c'est pas une tâche de formation que je devrais reprendre à chaque année, mais bon, on est dans un milieu culturel. Ça te ferait un peu de compagnie parce que pendant peut-être 8 mois dans l'année, t'es tout seul dans le local. Oui, exactement, c'est ça. Mais puis c'est sûr que tout ce temps-là, cette énergie-là qui est mise dans former les personnes, ben, quand je recommence à chaque année, c'est quand même... c'est de l'énergie qui n'est pas mise à organiser des activités pour la population. Mais en même temps, ça me fait vraiment plaisir parce que à chaque année, c'est des défis nouveaux, c'est des interactions nouvelles avec des employés, puis je trouve ça extrêmement riche. Puis je pense que ça apporte, ça teinte le festival aussi, cet apport-là de chaque personne qui y travaille à chaque étape. Oui, puis j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée pour les gens qui commencent à arriver en ville, à s'intégrer. C'est une opportunité pour travailler vite dans le vif de l'action. Alors, il y a beaucoup de noms que j'ai vus dans la banque de données qui ont travaillé, puis qu'en fait, ils sont ailleurs dans la ville, mais ils ont fait ils ont commencé là, puis après ça, ils sont allés ailleurs, ça a ouvert des portes. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'en plus, participer à un festival, ben c'est hyper dynamique, on rencontre plein de gens, on parle à tout le monde, on n'a pas le choix de parler à tout le monde, tu peux pas vraiment ça fait partie être des dans ta tâches. bulle, ouais, c'est ça. Mais en même temps, avec la bonne excuse de je continue à travailler, donc je peux pas jaser pendant très longtemps, mais...
On essaie. Hein, de faire une conversation courte, mais Ouais, c'est dur parfois. Sinon, allons du côté de lutte à l'Est. Ben, en fait, tu fais partie de ce collectif-là que tu as initié. Et un match un gala de lutte avait été organisé à Trois-Pistoles à Rimouski dernièrement qui montrait toute cette prouesse et la télé communautaire était sur le terrain encore pour filmer le tout. Et je me demandais, parle-moi de ce concept-là qui est original parce que j'ai jamais vu d'autres collectifs de lutte féministes. Et c'est quoi les motivations au départ de créer le collectif? Ben, ça s'est placé en collectivité. Oh! En fait, j'avais déjà démarré une ligue de lutte en Gaspésie quand j'y habitais, avec la volonté de... Bon, je regardais dans un bar la lutte à la télévision, puis je trouvais ça bien fun, puis je m'étais dit ça doit être drôle comme entraînement, comme plus ludique que de faire du gym, là. Puis ça nous permettrait de bouger. J'ai proposé ça à quelques amies, elles ont embarqué. Il y en a une, elle a dit « Ah, mon chum a déjà fait de la lutte, il va nous montrer 2-3 bases. » On a commencé une ligue de lutte comme ça, puis on est allé se faire former après à Québec, puis au Nouveau-Brunswick. On est allé chercher des formations ponctuelles. Et là, j'ai déménagé au Bas-Saint-Laurent, à Rimouski au début, puis ça me manquait, la lutte. Fait que j'ai décidé de recommencer une ligue de lutte. Fait que j'ai fait des journées portes ouvertes, j'ai fait des appels à tous, un peu de promotion. Puis au début, comme ça, est-ce que c'était encore l'idée que ça allait être féministe ou tu n'étais pas clair dans cet aspect-là? À la base, c'était même mixte. Fait que c'était pas nécessairement clair. Après, c'est sûr que je suis une personne féministe. Fait qu'au final, je pense que juste faire de la lutte et être une femme, c'est déjà féministe en soi parce que c'est un milieu très masculin, parce qu'on se fait systématiquement dire des commentaires du genre « vous faites ça en bikini dans le jello ». Effectivement, oui, c'est pas très glorieux des fois qu'est-ce qu'on fait comme positionnement des femmes dans les matchs de lutte. Exactement, c'est ça. C'est vraiment souvent associé à quelque chose de vers le physique esthétique de la femme. Ouais. Et sinon, ça vient avec une espèce de volonté de cours. Si tu savais le nombre de fois qu'on m'a offert de me donner des cours de quelque chose, par des gens qui ne faisaient pas de lutte, mais sachant que je faisais de la lutte, je pourrais te donner des cours de Aikido, ça pourrait sûrement t'aider pour la lutte. Ou je me suis même déjà fait proposer de me donner des cours de quel grand match de lutte écouter à la télévision. Ah, ça existe, ça, un cours à ce niveau? Ouais, c'est ça. Il donne à l'UQAM, je pense. Je pense que juste se positionner comme je suis une femme, je démarre une ligue de lutte, et c'est moi qui vais former les autres personnes. Déjà, ça, c'était une posture quand même assez féministe, en tout cas d'empowerment, de prise de contrôle sur mon propre corps. Puis, c'est ça, il y a eu quand même beaucoup de roulements de personnes au début. Puis, à un moment donné, il y a un noyau qui s'est comme stabilisé, qui est resté. Et puis c'était que des femmes? Ou... à partir d'un certain moment, on est devenu... En fait, à dire vrai, il y a très peu d'hommes qui étaient game de venir faire de la lutte coachée par une femme. Ah, vraiment? Ça faisait un grand ménage, fait que... Oh mon Dieu! Ouais. Quelle opportunité ratée pour eux maintenant, hein? Maintenant que vous êtes rendus en ascension. C'est ça. Puis même dans la ligue de lutte, moi, j'avais eu des bases par les formations dans le passé, mais c'était encore important pour moi que ça soit horizontal. Donc, si quelqu'un avait regardé des vidéos puis voulait essayer un truc, il n'y avait pas de mauvaise proposition. Fait qu'on l'essayait, puis... fait que c'était quand même déjà assez horizontal. Qu'à partir d'un certain moment, quand moi, j'ai montré aux personnes qui restaient tout ce que je savais, on était toutes sur un pied d'égalité. Fait qu'on s'est mis à créer tout le monde ensemble. Et puis, c'est là que le côté plus politique est venu. Aussi, à partir du moment qu'on a commencé à faire des prestations publiques. Donc, au début, on n'avait pas de ring. On a construit notre ring pendant la pandémie. Et vous-même, vous avez construit le ring? Ouais, c'est des plans de ring que j'avais dessinés déjà au préalable en allant regarder en dessous des jeux puis des rings qui se passaient ailleurs. Vraiment, là. Vraiment. Sur le terrain, observation, et après ça, tu l'as recréé? Ouais, c'est ça. Puis là, nous, on a fait un ring en bois qui était une première au Québec. Un ring en bois. On s'était fait dire d'ailleurs par un promoteur à Montréal que ça tiendrait jamais. Bon, nous, ça fait maintenant 6 ans qu'on roule sur le ring en bois. Ça fonctionne très bien. Après, les plans ont été améliorés avec les cerveaux de tout le monde dans l'équipe. C'est encore une fois...
C'est un travail collectif. C'est un travail collectif. Oui. Fait que là, toute ben là, on s'est mis à pouvoir faire des prestations. Fait que là, c'est là qu'en prenant une place dans l'espace public, ben, on prend une posture politique. Pas le choix, ça vient ensemble. Donc, comment qu'on... C'est vrai qu'une bande de femmes qui font de la lutte, il y a un message. Il y a quelque chose à décoder, là. Ouais, puis quand on prend une scène, quand on incarne des personnages, ben c'est nécessairement politique. Oui, c'est des personnages que vous jouez. Non, c'est pas des personnages. Excusez, j'ai dit une grossièreté. Il ne faut pas dire que la lutte, c'est des personnages. En fait, c'est des personnes particulières. Oui, c'est ça. Ouais. On pourrait dire que c'est des personnages plus grands que nature. Ouais. Mais chaque personnalité, justement, des lutteuses, est réfléchie en fonction de l'image projetée. Donc, entre autres, quand on pense à une personnalité, on va s'assurer que si on crée un personnage, ben ça va être un personnage, qu'elle soit gentille ou méchante, ça va être un personnage fort qui va quand même représenter des côtés de personnes d'humanité à caractère fort. Donc encore là, le féminisme est comme sous-jacent dans chaque lutteuse, dans chaque personnage représenté sur le ring. Tu sais. Mais parlant des lutteuses en question, je vous ai vu plusieurs fois ensemble. Dans la lutte ou à l'extérieur. Et il vous semblait avoir une très grande chimie, une solidarité qui vous unit. Est-ce qu'on pourrait dire que ce projet-là vous a vraiment créé une bande tissée serrée, comme que vous êtes des grandes amies maintenant? Ouais, je pense qu'on peut dire que quand même on a créé quelque chose de très solide, effectivement, entre les personnes. Ouais, il y a comme... tu sais, c'est vraiment intense, là, s'entraîner pour... c'est quand même un sport un peu extrême. On se frappe et on se jette à terre. oui, c'est ça. C'est rough sur le corps et tout. Fait que ça prend un entraînement vraiment régulier. Fait que déjà, de se voir sur une base régulière, ben, évidemment, ça crée des liens. Avec une pensée politique similaire et tout, ben ça aussi, ça renforce les liens. Puis chaque fois qu'il y a des galas d'organiser, ben on part en tournée, on part en résidence. On a fait des semaines entières de résidence où on travaille pendant 10 heures par jour sur un ring, donc c'est du sport. Oui. C'est très intense en émotion également, fait qu'on voit les up and down de tout le monde. On est là dans ces moments-là, on essaie toujours que tout soit le plus doux pour tout le monde, malgré le fait que c'est très dur sur nos corps. Donc, toute cette création-là d'essayer de se créer un milieu de douceur et d'acceptation des limites de tout le monde et tout, pour que ça fonctionne, mais ça crée un endroit où on est extrêmement bien et solide ensemble. Et vous êtes à l'écoute de l'une des autres pour Ouais. pas vous blesser en faisant des mauvais mouvements aussi. Exactement. C'est super important d'être à l'écoute de soi, ce qui est peut-être moi, ce que j'ai le plus de misère, et à l'écoute des autres. Mm-hmm. Ben, si les gens sont à l'écoute de toi, au moins... Au moins, il y a des gens qui écoutent, c'est ça. Ça part bien. Ouais. Sinon, parlant d'être à l'écoute maintenant, que tu as été élu à Notre-Dame-des-Neiges, Ouais. et tu es à l'écoute de tes concitoyens, et je me demandais comment ça se passe, ton mandat jusqu'à maintenant. Comment tu le feels? Ça se passe bien. Je trouve qu'on est quand même une bonne équipe. Il n'y a pas de confrontation dans notre équipe. On travaille vraiment bien ensemble. Il y a beaucoup... Là, je parle de notre équipe municipale, là, les autres l'équipe, parce qu'il faut dire, tu es élu sous la bannière de Horizon Citoyen, Horizon effectivement. On a été 3 personnes de l'équipe Horizon Citoyen à avoir été élues. Puis, les autres personnes élues n'étaient pas sous une bannière d'équipe, mais finalement, on envoyait un dépliant tout le monde ensemble par la poste. Fait que c'était comme une équipe, mais sans titre. Fait que les autres conseillers qui sont pas Horizon, les 3, parce qu'il y en a 3 Horizon. Les 4 autres, ouais. Ah, les 4 autres? Ben, 3 conseillers puis un maire. Ah, OK. Ouais. Et les 3 conseillers seraient comme avec vous, à quelque part? Ils se présentaient ensemble dans notre équipe. Mais là, okay. Finalement, on est tous sur le même conseil municipal, fait qu'on est rendu une grande équipe. Vous collaborez tous maintenant. Exact. Pour le bien commun. Oui, c'est ça. Puis, ça se passe vraiment bien. Je pense qu'on est rentré avec des petits défis quand même parce que on est rentré le 7 novembre en poste. Et puis, le 7 décembre, il y avait un référendum
sur la question du regroupement de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles qui était prévu le 7 décembre, donc 1 mois après notre arrivée en poste. Ça nous donnait vraiment un coup il fallait absolument faire des communications, on aurait voulu organiser des rencontres Ça vous a obligé de focaliser sur cet enjeu? Ouais, nous on est rentrés puis il a fallu pédaler fort pour essayer d'amener ça à bon port. C'était beaucoup de travail. Puis on s'était fait dire par le ministère que c'était pas possible de reporter. Puis finalement, par quelqu'un d'autre du ministère, on s'est fait dire que c'était possible de reporter. Fait qu'on a rétro-pédalé pour que finalement faire les démarches qu'il fallait pour reporter le référendum. Parce qu'on trouvait que c'était trop rapide, ou s'il n'y avait pas de vote par correspondance possible. Donc, on était un peu coincés là-dedans, puis ça nous permettait pas de bien faire notre job, puis en même temps, on avait comme pas le choix, fait qu'on avait on a travaillé fort. Ça a commencé en Lyon. Fait que pour démystifier ça, c'est en fait pour le bien d'avantager le regroupement, vous avez retardé le référendum. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Non, c'est ça. Dans le fond, c'est que nous, on voulait... L'idée d'un référendum, c'est que c'est la population qui choisit s'il y a regroupement ou non. Puis nous, on voulait juste que la population ait le plus d'informations possible. Avant de prendre sa décision. Sauf que il y avait peu d'informations qui avaient circulé. Il y avait eu une rencontre d'information au préalable l'été passé. Puis là, la date arrivait, mais on n'avait pas fait d'autres rencontres d'information, il n'y avait aucune documentation, fait que les gens auraient dû voter au référendum en n'ayant pas de chiffres, en n'ayant pas de détails sur ça vaut pas le coup de... C'est un référendum consultatif, si je comprends. C'est pas... Après, c'est un genre de gros sondage, si on veut. Bien, c'est un référendum consultatif parce qu'on n'a pas le droit légalement de lancer par une municipalité un référendum décisionnel. OK. Par ailleurs, l'ancien conseil municipal, et nous, on a réactivé ça, c'est qu'on s'engage à respecter l'issue du référendum. OK. Donc, c'est ça. Légalement, on ne peut pas faire de référendum décisionnel, mais donc on tombe dans un référendum consultatif, mais nous, peu importe, on va respecter l'issue du référendum. Fait que ça devient décisionnel parce qu'on s'est engagé. Voilà, l'engagement. Ouais. Mais sinon, à part ce gros dossier-là qui accapare des fois beaucoup de place, y a-t-il d'autres enjeux que tu aimerais focusser dans ton mandat que tu as identifié comme étant ton cheval de bataille? Oui, bien plein, sûrement trop. Évidemment, c'est sûr qu'on va voir justement l'issue de ce référendum, à savoir si je suis là pour 4 ans ou moins. C'est excitant tout ça. C'est excitant tout ça. Mais évidemment, un des projets là, qu'on a déjà commencé, c'est de créer un comité de développement socio-culturel pour la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Ah. Donc, c'est pas une grosse municipalité, c'est pas une municipalité qui a beaucoup de moyens. On veut que ça soit dynamique puis qu'il se passe des choses quand même. On a aussi un très beau lieu qui est la Riveraine, qui est maintenant une salle de spectacle ou une salle qui pourrait servir à la population pour des projets communautaires ou sociaux. Donc, l'idée de créer un comité, c'est qu'il y ait un cadre pour soutenir le développement communautaire ou socio-culturel dans Notre-Dame-des-Neiges. Et ce comité-là va aussi pouvoir mettre les bases pour la saine gestion de la Riveraine. Donc, la salle de spectacle qui est disponible en location. Et pour l'instant, là, on arrive à peine à la fin des travaux, puis il y a déjà plein de demandes de location. Fait que ça devient un peu une espèce de patate chaude à gérer. Oui, c'est vrai. Notre-Dame-des-Neiges, la Riveraine, quand même un lieu événementiel de plus en plus en vogue, on pourrait dire. Oui, c'est ça. J'ai vu les photos dernièrement avec la pleine lune puis les lumières. C'est bien. C'est vraiment... c'est beau. C'est beau. Ouais. C'est au cœur de ce qui ressemble le plus à un noyau villageois à Notre-Dame-des-Neiges. À 5 minutes de marche du récif ou... Oui, c'est ça, aussi. exact. Puis, cette salle-là, on voudrait qu'elle serve le plus possible. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la gestion de cette salle-là et le développement socio-culturel de la municipalité. Tu sais, on a aussi, sur le territoire de Notre-Dame-des-Neiges, on a aussi la Grève-Morancy, qui est un autre beau parc avec des installations. Ah oui. Il y a le four à pain. Il y a le fameux four à pain. Le fameux four à pain qui a été fait par Voisins solidaires. C'est la fureur, hein, quand ils disent qu'ils vont faire de la pizza. Là. C'est couru, c'est couru. C'est très couru. Il y a des foyers, là, il y a des terrains de volleyball, il y a plein d'activités
possibles socioculturels. Fait que nous, on veut que ça serve, ces lieux-là. Fait que ça, il y a ce projet-là, de ce comité-là. Mais, tu sais, il y a une volonté de faire des réflexions en environnement aussi. On a un plan de gestion des eaux qui est super intéressant. On a la rivière qui passe dans Notre-Dame-des-Neiges, qui est utilisée par la population, qui est un lieu super important pour la population de Notre-Dame-des-Neiges, de Trois-Pistoles et même plus largement des Basques. Donc, il faut préserver ce lieu-là tout en gardant l'accès public. Donc, il y a comme toutes sortes de réflexions comme ça qui me tiennent vraiment à cœur. Tu te focalises sur des enjeux qui te tiennent vraiment à cœur, en fait. Exactement. Je pense que ça va être le secret d'une implication prolongée dans ce projet. C'est ça, ouais. Puis, ben sinon, en terminant, tu es impliqué à plusieurs niveaux, politique, social, culturel. T'aurais-tu un projet ou une cause que tu voudrais parler aux gens qui nous écoutent pour que dans les prochainement, il faudrait regarder ce qui s'en vient de ce côté-là? Oui, plein. Ben, c'est sûr que je trouve que, mettons, la politique internationale est très peu rassurante en ce moment, voire très inquiétante et anxiogène. Absolument. Et puis, selon moi, en tout cas, moi, ce qui me rassure ou ce qui me ground dans ces situations-là, ben, c'est la communauté. Fait que on parle depuis tantôt, là, en fait, beaucoup de choses que je fais pour la communauté, pour la population. Donc, c'est vraiment très présent pour moi. Mais je pense que ce côté-là de réseau, d'être ensemble et de travailler pour la communauté, pour qu'on aille mieux tout le monde ensemble, j'ai l'impression que c'est un peu la piste de solution. Puis, dans mes autres engagements, je suis aussi sur le conseil d'administration de Croc Ensemble des Basques. Nouvellement? Tu as été nouvellement Non, élu? ça fait 9 ans que je suis... Un autre engagement que j'avais pas entendu parler. Oui, je suis présidente de cet organisme depuis des années. T'es présidente? Oui. Wow! Oui, bon, est-ce que ça vaut pour... 2 présidences d'organismes. Les compagnons, c'est bon, en tout cas. Non, je suis directrice. Ouais. Voilà. Il y a Isabelle Moffett qui est présidente sur mon conseil d'administration. Oups! mais oui, c'est un organisme que je trouve qui travaille très, très bien et qui redonne beaucoup à la communauté. C'est hyper précieux que ça existe. Mais ça fait aussi que ça me fait me rendre compte des besoins qui augmentent sans cesse, sont exponentiels. Des besoins d'aide alimentaire. Et puis, c'est tout le monde, là. Il n'y a pas de plus en plus, les jeunes, les familles, tout le monde arrive à des limites de pauvreté. C'est du jamais vu parce que les logements augmentent, parce que l'achat de maison est plus accessible pour une grande part de la population, parce que ça a toute une inflation qui est là et qui suit pas avec les salaires et tout. Donc, il y a vraiment une pression qui est mise sur les individus d'un point de vue financier. Donc, il faut qu'on se tienne comme communauté pour passer au travers de ça. Parce que, justement, Croc Ensemble est un outil incroyable pour aider beaucoup de personnes. Mais ça devrait pas être nécessaire. Il faudrait qu'on puisse bien vivre. Il faudrait une solution structurante à long terme qui empêche qu'on ait recours à cette aide. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf que je pense qu'en étant tissé serré comme communauté, puis en étant là les uns pour les autres, c'est ce qui va permettre de passer au travers de cette crise et les prochaines à venir. Être tous ensemble, puis bien se connaître, puis bien s'entendre, ça nous aide à partager et donc peut-être moins dépendre. C'est ça, prendre soin des uns des autres. Mais quand on a trop de... Si on est un producteur en agriculture puis qu'on a un peu trop de bouffe, on en donne. Il y a plein de façons de faire des échanges qui, je pense, peuvent aider vers le mieux. Mais juste prendre soin. Oui. Le message, prendre soin. Prendre soin de soi et des autres. De sa communauté. Oui. Merci pour ces beaux messages, Gabrielle. Merci pour nous avoir exposé tout ton parcours et tes projets. Un plaisir. C'est vraiment beau à voir. Et j'invite tout le monde cet été, en octobre, à aller voir le Festival de Grande Gueule pour fêter le 30 ans du festival et le 10 ans de la direction de Gabrielle. Oui, c'est ça, mon 10e, mais le 30e du Rendez-vous des Grandes Gueules. Ça va être du 3 au 11 octobre prochain. Génial. Oui. 10 jours de bonheur. Oui, exact. Cool. Merci beaucoup. Merci. Yes.
Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. L'Association pour le développement des aînés à l'UQAR est un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus sur un territoire qui s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant évidemment par la Gaspésie. Le mot UQAR apparaît dans notre nom puisque l'université est notre principal partenaire depuis notre création il y a plus de 35 ans. Par contre, toute personne peut s'inscrire à nos activités et ce, peu importe son niveau de scolarité et l'endroit fréquenté durant ses études. Sachez que vous bénéficiez d'une réduction sur le coût d'inscription aux formations et d'un tarif privilégié pour participer aux conférences et aux visites lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, l'abonnement vous coûte 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50+ du Québec et bien d'autres. L'important, c'est de vouloir continuer à apprendre et à s'informer dans une atmosphère chaleureuse et stimulante. Nos activités sont offertes de 4 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, en mode comodal ou hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réunis dans une ville à un endroit donné et que d'autres personnes peuvent y participer sur Zoom à partir de leur maison. Et comme nouveauté cet hiver, nous ajoutons le mode en différé, ce qui signifie que vous pouvez vous inscrire à certaines des activités qui offrent ce mode-là et visionner l'enregistrement dans un délai de 30 jours après l'activité, ce qui est plutôt pratique si vous avez un conflit d'horaire. Voici nos activités jusqu'au 24 avril par volet ou catégorie d'activités si vous préférez. Débutons par les conférences. Pierre Rioux, le président de la Société de généalogie et d'histoire de Rimouski, nous présentera la conférence « Joseph-Charles Taché, faire une enquête généalogique comme pour un ancêtre invisible » le vendredi 20 mars en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Joseph-Charles Taché fut médecin, homme politique, écrivain, inspecteur des asiles et des prisons et sous-ministre. Au cours de la conférence, le conférencier fera un exposé concernant la généalogie et la vie non publique de cet intellectuel du 19e siècle en insistant sur son passage rimousquois. Hugo Saint-Amand-Lamy, professeur de linguistique à l'UQAR, présente la conférence « Transmettre et inventer, une histoire des prénoms au Québec » le vendredi 27 mars en présence à Rimouski, simultanément à distance sur Zoom et en différé. Il est aussi possible de vous rendre à Rivière-du-Loup pour vous joindre à d'autres participants pour écouter la conférence en groupe. Philomène, Octave, Domitille, Télésphore, ces prénoms évoquent aujourd'hui un passé lointain, mais à une certaine époque, ils ont incarné une véritable révolution dans les façons de nommer les enfants au Québec, aux côtés de centaines d'autres prénoms nouveaux et alors porteurs de modernité. La croissance rapide des maladies chroniques de société met une pression énorme sur le système de santé. Dans le cadre de sa conférence « La révolution active, la science de la prévention par le mode de vie expliqué simplement », le docteur Jean-Pierre Després propose des concepts simples et des outils pratiques pour mobiliser la population et créer une véritable révolution active citoyenne afin que, collectivement, nous puissions fabriquer de la santé. Cette conférence a lieu le jeudi 23 avril en présence à Rimouski, simultanément à distance sur Zoom et en différé. En ce qui concerne le volet « Bien vieillir en santé », nous avons 2 activités à vous proposer. En premier lieu, la formation des premiers soins d'urgence et la réanimation cardio-respiratoire RCR avec certification, donc un cours officiel, animé par Karine Lesage qui débute le mercredi 25 mars et dure 2 semaines à raison de 4 heures par semaine en présence à Rimouski. Ce cours de premiers soins, réanimation cardio-respiratoire RCR et anaphylaxie vous offre une formation complète et pratique avec certification officielle valide pour 3 ans. Camélie Albert, sexologue et détentrice d'une maîtrise en éducation de l'UQAR, anime la formation « La sexualité, le plaisir et la sensualité, réflexion et discussion pour bien vieillir en santé ». Cette activité d'éducation de la sexualité est spécialement destinée aux 60 ans et plus. L'animatrice abordera de façon interactive des enjeux biologiques, culturels, psychologiques, relationnels et légaux liés à la sexualité des adultes. Il s'agit de 2 rencontres débutant le mardi 4 avril en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Celles et ceux qui sont intéressés par les finances peuvent visionner gratuitement les 4 webinaires offerts par Desjardins Courtage en ligne. Ils sont tous regroupés dans le volet « Bien vieillir financièrement ». Du côté du volet culture, société, loisirs, les prochaines activités sont Introduction à l'ornithologie en compagnie de Michael Jaffre. Débute le mercredi 1er avril en présence à Rimouski, à distance sur Zoom et le dernier cours sur leur terrain dans les environs de Rimouski et d'autres villes. Cette formation permettra d'acquérir des connaissances générales sur l'identification des oiseaux et sur leur vie. 5 rencontres sont prévues, suivies d'une sortie en nature pour l'observation directe des oiseaux.
Madeleine Fortier vous invite à participer à L'art en action de l'analyse et la création. Plongez au cœur de l'art avec nos 3 conférences ateliers. Chaque atelier combine exploration artistique et pratique créative. Au programme, Georges Seurat et le pointillisme, Claude Monet et l'impressionnisme et Vincent Van Gogh, l'expression des sensations et des couleurs. Cette formation de 3 rencontres débute le jeudi 9 avril à distance sur Zoom. Marcel Rousseau a habité dans le Grand Nord durant de nombreuses années. Il nous propose 3 rencontres de 2 heures chacune à compter du lundi 13 avril, en présence à Lévis, ce qui est une première, simultanément à distance sur Zoom et en différé. Sa formation intitulée « Les Inuits du Nunavik » vous fera découvrir les Inuits, un peuple dont nous ne savons pas grand-chose non plus. Le Nunavik, l'histoire des gens qui l'habitent, leur avenir parmi nous ou sans nous. Il y a plusieurs activités en informatique qui débutent prochainement. Je vous les énumère rapidement. Tout d'abord, il y a l'atelier Messenger et Marketplace animé par Anne-Solène Rioux de l'organisme Formatio le lundi 16 mars à distance sur Zoom. Photothèque iCloud avec Michel Fortin en présence à Rimouski. Il s'agit de 4 rencontres de 2 heures par semaine débutant le mardi 17 mars. Sécurité de vos comptes en ligne, aussi avec Michel Fortin, qui débute le mardi 17 mars et dure également 4 semaines à raison de 2 heures par semaine en présence à Rimouski. Gérer ses photos et vidéos avec Google Photo Android, animé par Claude Drouin de Formatio, le lundi 30 mars à distance sur Zoom. iPad et iPhone pour débutants, avec Michel Fortin, débute le mercredi 1er avril en présence à Rimouski et le 7 avril avec Félix Gué-Vachon, mais à Gaspé. Passé, nous vous offrons la formation « L'intelligence artificielle au service de votre quotidien » pour une 3e session consécutive en compagnie de Marcel Landry, enseignant en technique de l'informatique au Cégep de Rimouski. Cette activité débute le mercredi 15 avril et dure 2 semaines à raison de 2h30 par semaine, à distance sur Zoom et en différé. Pour obtenir plus d'informations, vous inscrire à ces activités ou devenir membre de l'ADOCAR, rendez-vous sur notre site internet au www.adaucar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. À bientôt. C'était Wilson Henley pour votre téléjournal local. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt.